Je m'appelle Anne Kaufmann. J'ai 35 ans. Mais la première fois que j'ai compris que je n'existais pas pour ma famille, j'en avais 23, tout juste diplômé, assise à une longue table où tintaient les verres de cristal et d'où montait la vapeur de la dinde, pendant que mon père levait son verre pour le rituel immuable, entre la volaille et la tarte, prenons un moment pour célébrer nos enfants à succès. Il disait cela à chaque Thanksgiving, à chaque Noël, à chaque Pâques, à chaque réunion où plus de 10 parents s'entassaient autour du chêne massif, et chaque fois la même chorégraphie. Il se tournait vers ma sœur Sarah, associée en devenir chez Henderson et associate à 32 ans, nous sommes si fiers. Applaudissements, rires, un baiser sur le sommet de sa tête. Puis il pivotait vers mon frère James, directeur régional chez Apex Financial, le plus jeune de l'histoire de la société, applaudissements encore. James levait son verre et parlait d'efforts et d'équipes formidables. Quelqu'un lui resservait du vin. Et les yeux de papa glissaient sur moi comme si je faisais partie de la nappe avant de se poser sur notre cousin Derek, promu analyste principal chez Morrison Tech. Toast, acclamation, gorgée, dessert. La première fois, j'ai cru à un oubli. C'était Thanksgiving, je venais de commencer mon premier emploi en informatique pas prestigieux, mais honnête. Quand le toast s'est terminé sans mon nom, j'ai souri, me disant qu'il avait simplement oublié. À Noël, cela s'est reproduit. Je me suis dit, peut-être que mon travail n'est pas assez impressionnant. Très bien, je ferai mieux. À Pâques, quand le même scénario s'est rejoué comme un épisode rediffusé, j'ai compris que ce n'était pas un oubli, mais une vision du monde. Cela s'infiltrait partout. Au dîner, les conversations se collaient au dossier de Sarah, aux affaires de James, au projet de Derek. Quand on me lançait une question, je commençais à répondre, nous avons livré une nouvelle fonctionnalité cette semaine, et quelqu'un m'interrompait, Sarah, raconte-leur pour Harrison, ou maman se souvenait soudain d'un détail urgent pour James. J'ai appris l'art d'atterrir doucement une phrase que personne n'écoutait. À 25 ans, quand je suis devenue développeuse principale, j'ai apporté des cupcakes au dîner de Pâques, stupidement pleine d'espoir. C'est gentil, ma chérie, a dit maman, déjà tournée vers Sarah, l'affaire Harrison, tout le monde doit entendre ça. La pièce s'est penchée vers elle. Ma nouvelle a glissé de la table, sucre oublié sur la nappe. À 26 ans, j'ai acheté une Honda d'occasion avec mes économies. Je l'ai garée devant la maison pour le barbecue, brillante au soleil. Papa m'a tapé l'épaule, c'est bien, ma fille. Puis, à James, tu as loué la BMW, non? Les 20 minutes suivantes furent consacrées à la puissance allemande. Personne ne m'a demandé ce que ça faisait de tout gagner par soi-même. À 27 ans, après une augmentation, j'ai emménagé dans un meilleur appartement. J'ai essayé une dernière fois, j'ai signé un nouveau bail, ai-je dit à Thanksgiving. MHM, a murmuré maman, les yeux sur son téléphone. James, raconte-leur ton bonus. À 29 ans, 2 jours avant Thanksgiving, j'avais cessé d'espérer quoi que ce soit. Mais les anniversaires font du bruit, même quand on fait semblant du contraire. Après le dîner, dans la cuisine entre mousse et vaisselle, j'ai demandé à maman, tu savais que c'était mon anniversaire mardi? Elle a cligné des yeux, ah, c'était? Désolé ma chérie, on a été tellement pris. La fissure s'est élargie. J'ai commencé à compter. Dans le groupe familial, promotion de Sarah 67 messages. Nouvelle maison de James 43. Fiançailles de Derek 89. Ma promotion à chef d'équipe 6 mois plus tôt 3. Ma tante, félicitations. Un cousin, sympa. Et maman, un pouce levé. J'ai fait des captures d'écran, non pour les montrer, mais pour ne plus me faire croire que j'exagérais. Ce Noël-là, j'ai posé mon verre quand papa s'est levé, à nos enfants qui réussissent. Sarah, plus jeune associée de l'histoire du cabinet. James, recruté par Goldman. Derek, préparant son mariage. Les applaudissements tombaient comme de la grêle sur un toit d'étain. Je n'ai pas levé mon verre. Maman l'a remarqué, Anne, tu ne vas pas, porteur un toast à qui, ai-je demandé. Elle a froncé les sourcils, à la famille, à la réussite, à vous tous. À nous tous? La pièce s'est tue. J'ai été promu chef d'équipe en juin, j'encadre 12 ingénieurs. J'ai acheté un appartement en août. Silence. C'est merveilleux, chérie, pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Je l'ai fait, en juin, puis en août. Silence encore. Papa a toussé, c'est bien, Anne. Nous sommes fiers. Vraiment?
Alors pourquoi mon nom n'est-il jamais dans vos toasts? Tu dramatises, a dit Sarah sans lever les yeux. Ah oui? Quel jour est mon anniversaire? Le silence a rampé. Seule grand-mère a soufflé, le 15 mars. C'était la seule à le savoir. Je me suis levé. Vous aimez l'image d'une famille parfaite, mais pas assez pour connaître mon calendrier. J'ai pris mon manteau. Où vas-tu? A demandé papa. Chez moi. Dans mon appartement que personne n'a voulu voir. Dans mon travail que personne ne peut décrire. Reste, a supplié maman. On peut parler. On vient de le faire. Que fais-je dans la vie? Silence. C'est bien ce que je pensais. Dans la voiture, mon téléphone n'a pas vibré. Les lampadaires se fondaient dans la pluie. Arrivé chez moi, j'ai ouvert le groupe familial, regardé les chiffres, puis j'ai quitté la conversation. 3 semaines avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Personne n'a demandé pourquoi. 2 mois plus tard, une offre, directrice de l'ingénierie dans une start-up à San Francisco. Salaire triplé, vraie part, tout à construire. J'ai accepté. Vendu l'appartement. Emballé ma vie dans des cartons et le coffre de ma fidèle Honda. Evan était là la veille du départ, les mains dans les poches, retenant une dispute contre le destin. Il avait été là pour les petites victoires que personne n'applaudissait. Tu es sûr? Sa voix douce, comme à quelqu'un au bord du vide. Oui. Ils t'appelleront quand le monde t'appellera, a-t-il dit. Ces gens-là ne te voient que quand tout le monde te voit. Heureusement, je ne joue pas pour eux, ai-je répondu. Il m'a serré. Nous savions tous deux que la distance nous fissurerait. Je croyais qu'un amour vrai survivait à un océan. Je n'avais pas prévu le courant du devenir. 3 mois après avoir passé la frontière de l'État, maman a appelé. J'ai laissé sonner, puis rappelé. Tu as manqué Pâques. J'ai déménagé à San Francisco. Tu quoi? Nouveau poste, en février. Pourquoi ne rien avoir dit? Je l'ai fait, sur le groupe. Long silence de quelqu'un qui relit des messages jamais ouverts. Oh. Quand viens-tu nous voir? Je ne viens pas, comment ça? Je construis ma vie ici. Vous êtes ma famille, mais seulement au sens biologique. J'ai raccroché. Elle a rappelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Au début, San Francisco, c'était 3 personnes et un bail pourri dans un immeuble qui sentait le café et l'ambition. Le fondateur, un autre ingénieur et moi. Nous construisions un outil d'analyse propulsé par l'IA, ennuyeux au dîner, indispensable en entreprise. Nous dormions parfois sous nos bureaux et en rions le matin. Après 6 mois, le fondateur m'a dit, « Anne, je veux que tu diriges l'ingénierie. » L'équipe était de 6, bientôt 20. Le travail brûlait clair et juste. Pour la première fois, ce que je bâtissais résonnait, et d'autres l'entendaient. Je n'ai rien publié. Je n'ai rien écrit. J'ai appris la forme du silence choisi. J'ai compris que les applaudissements sont agréables, mais que l'alignement est vital. Cet été-là, Evan est venu une fois. Nous avons marché main dans la main sur une jetée balayée par le vent, feignant que la nouvelle vie n'engloutirait pas l'ancienne. Avant d'embarquer, il m'a dit, « Promets-moi de ne pas les laisser détruire ce que tu construis, quand enfin ils te verront. » Je te le promets. Il avait raison sur bien plus que la distance. Mais je ne le saurais que lorsqu'une caméra trouverait mon visage et que le mot visible deviendrait tendance. Pour l'instant, je codais. J'embauchais. Je bâtissais. J'avais cessé d'attendre mon nom dans le toast de quiconque, parce que j'apprenais à lever mon propre verre. Chaque bug que j'écrasais, chaque nouveau client que nous signions me recousait un peu plus. Le silence venant de chez moi ne me faisait plus aussi mal. J'avais mis la conversation familiale en sourdine depuis des mois, mais parfois je jetais un œil. Ils avaient ajouté des photos du mariage de Dererick, de la fête de promotion de Sarah, du voyage de ski de James. Mon nom n'apparaissait nulle part, même pas sous forme de point d'interrogation. Ce n'était pas grave. J'avais cessé d'attendre des gens qui ne lèvent la tête que quand on fait du bruit. À la fin de la première année, nous avions décroché notre premier client du Fortune 500. À la deuxième, 3 autres suivirent. J'ai été promue vice-présidente de l'ingénierie avant mes 31 ans. Quand le courriel d'annonce est sorti en interne, Chris a dit, « Tu as bâti la moitié de cette entreprise, Anne. » Tout le monde le voit. J'ai souri sans le corriger. Tout le monde, peut-être,
mais pas le bon tout le monde. Pas ma famille. Evan m'a appelé pour me féliciter. J'ai vu le communiqué de presse, a-t-il dit. VP Kaufman, ça sonne dangereux. Tu crois? Je sais, répondit-il, la voix mi-rire, mi-soupir. Tu fais exactement tout ce que tu avais dit que tu ferais. Il fit une pause. Tu penses parfois à revenir sur la côte est? J'ai regardé par la fenêtre la ligne d'horizon californienne. Non, ai-je dit. Pas encore. Nous n'avons plus parlé pendant des semaines. Parfois, c'est ainsi que sonne un adieu. 2 ans plus tard, NextGen Analytics n'était plus une start-up. C'était une force. 50 employés, 10 millions de revenus annuels, les investisseurs qui appelaient. J'avais un bureau d'angle avec une vue qui ressemblait à la possibilité même. Quand Forbes a consacré un article à Chris dans sa rubrique sur les femmes dirigeantes dans la tech, mon visage n'était pas sur la couverture, mais mes empreintes se retrouvaient dans chaque citation. Le soir, quand la ville se fondait en lumière dorée, je repensais au toast de mon père, à ces mots qu'il répétait toujours, « Fait-on nos enfants qui réussissent ?» Je m'étais souvent imaginé l'interrompre, un verre à la main, disant « Tu en as oublié une ». Désormais, je n'en avais plus besoin. Chaque étape franchie ici était son propre toast silencieux mais mérité. Puis vint l'appel qui changea tout. Bloomberg Technologies voulait nous présenter dans un segment sur les startups d'IA en plein essor. Chris ne pouvait pas y aller, urgence familiale. Anne, tu t'en charges, tu es le cœur de cette boîte, m'a-t-il dit. J'ai failli refuser. Les caméras, ce n'était pas mon truc. Mais quelque chose en moi, cette même part silencieuse et affamée qui était restée invisible à tant de tables à murmurer, fais-le. L'interview dura 30 minutes avec l'animatrice Emily Chang. Nous avons parlé d'algorithmes, de données d'entreprise et de tendances futures. Puis elle m'a demandé, qu'est-ce qui vous a inspiré à créer cette entreprise? J'ai hésité, puis j'ai dit la vérité la plus sincère que j'ai jamais prononcée devant un micro, j'ai passé une grande partie de ma carrière à me sentir invisible. Je travaillais dur, j'accomplissais des choses, mais je n'étais jamais vu. Je voulais construire quelque chose qui rendrait l'invisibilité impossible. Émilie pencha la tête, invisible comment? J'ai souri doucement. Parfois, on peut être entouré de gens et se sentir pourtant invisible. Alors j'ai bâti quelque chose qui parlerait plus fort que moi. Elle acquiesça, et maintenant, vous êtes vice-présidente d'une entreprise qui transforme l'industrie. On dirait que vous êtes enfin vue. J'ai ri. L'interview a été diffusée un mardi soir. J'ai éteint mon téléphone, préparé des pâtes et les oublié. Le lendemain matin, mon assistante surgit dans mon bureau, essoufflée, vous êtes en tendance. Quoi? Votre passage, la phrase sur l'invisibilité, 5 millions de vues cette nuit. À midi, les gros titres pleuvaient, invisibles nos morts. Une femme dans la tech inspire des millions. Les gens partageaient leurs histoires d'oubli, professeurs, ingénieurs, infirmières, artistes. Les commentaires disaient, moi aussi. Merci d'avoir dit ça. Le week-end suivant, j'étais invité sur Good Morning America, puis Forbes, puis People Magazine. Sous des projecteurs aveuglants, j'ai répondu à des questions sur la réussite et la valeur de soi, sur la femme qui avait transformé l'invisibilité en innovation. Quand l'animatrice a demandé, vous sentez-vous visible maintenant, j'ai répondu, je me sens valorisé. C'est mieux. Le segment fit 15 millions de vues en 2 jours. Notre site tomba en panne, notre boîte mail explosa de demandes de partenariat. Et quelque part, à des milliers de kilomètres, mon nom s'allumait dans des conversations de groupe qui m'avaient jadis oublié. Je ne le savais pas encore, mais cette interview allait déclencher une avalanche chez moi. Le vendredi, 47 appels manqués, numéros inconnus, indicatifs de l'Ohio. J'ai tout ignoré. Le lundi, mon assistante entra, nerveuse, il y a un homme en bas. Il dit être votre père. Il attend depuis 20 minutes. Le monde s'arrêta. J'ai fermé mon ordinateur. Il a pris l'avion? Elle hocha la tête, il dit qu'il ne partira pas tant que vous ne lui parlerez pas, j'ai pris une grande inspiration. Dites-lui que je descends dans 10 minutes. Et je l'ai fait attendre chaque seconde de ces 10 minutes. Quand je suis finalement entré dans le hall, je l'ai à peine reconnu. Plus gris, plus petit. Son costume flottait, comme si c'était la fierté qu'il avait maintenue droit toutes ces années. Anne, dit-il en se levant, la voix brisée par le soulagement. Dieu merci.
J'avais peur que tu ne veuilles pas me voir. J'ai failli ne pas le faire, ai-je répondu. Il a voulu parler des excuses peut-être mais les mots se sont éteints. On a vu l'interview, dit-il. Ta mère a pleuré. Nous sommes si fiers de toi. J'ai croisé les bras. Vous m'avez vu parce que le monde l'a fait avant vous. Il a grimacé. Ce n'est pas juste. Non. Ce ne l'est pas. Vous ne saviez pas où je vivais, ce que je faisais, même pas quel âge j'avais. Mais soudain, après une caméra, tout devient urgent. Il ne dit rien. Pour une fois, le silence m'appartenait. Finalement, il murmura, nous t'avons échoué. Oui, dis-je. À chaque toast, à chaque dîner, à chaque message oublié. Il essaya de sourire. On peut recommencer, non? Non, dis-je doucement. Tu peux recommencer avec toi-même. Moi, je l'ai déjà fait. Je me suis retourné et je suis parti. Dans le reflet des portes vitrées, je l'ai vu s'effondrer sur sa chaise, les mains sur le visage, et je n'ai rien ressenti. Ni triomphe, ni vengeance. Juste du soulagement. Pour la première fois de ma vie, être invisible ressemblait à la liberté. Tu fais le buzz dans le monde entier, et apparemment tes parents veulent s'inviter dans la section des commentaires. Je l'avais remarqué. Il hésita. Tu veux que j'en parle aux relations publiques? Je souris faiblement. Pas la peine. Ce n'est pas un problème d'image, c'est le passé qui revient. Il partit, et je me replongeai dans mon travail. Mais impossible de me concentrer, parce qu'au fond, je savais déjà qu'il n'en resterait pas là. Et j'avais raison. Cet après-midi-là, mon assistante passa la tête dans l'entrebâillement de la porte, « Je crois que tu vas vouloir voir ça. » Elle fit glisser son téléphone sur mon bureau. À l'écran, la une d'un journal local de l'Ohio, la fille d'un PDG local fait la une nationale. En dessous, une photo de mon père, tout sourire, aux côtés de ma mère, devant notre ancienne maison. L'article le citait, « Nous n'avons jamais été aussi fiers de notre fille. Elle a toujours été brillante. La famille, c'est tout pour nous. » Mon estomac se noie. Il m'avait transformé en trophée médiatique. Ces mêmes personnes qui oubliaient mon anniversaire donnaient désormais des interviews pour dire qu'ils avaient toujours cru en moi. J'appelai aussitôt la rédaction. Ici Anne Kaufman, dis-je. La personne dont parle votre article. Est-ce que mes parents vous ont contacté? Le rédacteur eut un moment d'hésitation. Oui, madame. Ils nous ont écrit après avoir vu l'article de Bloomberg. Ils ont dit que vous étiez d'accord pour qu'ils parlent en votre nom. Ils ont menti, répondis-je. Veuillez retirer cet article. Il balbutia, bien sûr, je comprends. Je raccrochai avant que la colère ne se transforme en larmes. Ce week-end-là, je reçus un message d'un numéro que je n'avais pas enregistré depuis des années. Evan. Je t'ai vu à Good Morning America. Je suis fier de toi, Anne. Tu le mérites. Ma poitrine se serra un peu. Evan, calme, bienveillant, celui qui avait cru en moi avant tout le monde. Je tapai, merci, EV. J'espère que tu vas bien. Il répondit une seule fois, mieux maintenant. Et ce fut tout. Pas de drame, juste une fin propre. Simple et nette, comme un code qui s'exécute enfin sans erreur. La semaine suivante, ma famille intensifia ses tentatives. Quand j'ignorais leurs appels, ils changèrent de tactique, email, formulaire de contact de l'entreprise, même des commentaires publics sur la page LinkedIn de NextGen. Mon assistante en filtrait des dizaines par jour. Puis un matin, elle entra, le visage pâle. Anne, ta mère est dans le hall. Je me figeai. Quoi? Elle est en bas. Elle dit qu'elle a pris l'avion. Elle a un sac cadeau et elle pleure. Je fermai lentement mon ordinateur. Dis à la sécurité de la raccompagner gentiment, et dis-lui que ma voix se brisa, que je ne suis pas disponible. Elle dit qu'elle ne partira pas tant que. Elle finira par partir, répondis-je finalement. Pendant 1 heure, je restai à fixer mon reflet dans la paroi vitrée de mon bureau. La ville dehors continuait de bouger, indifférente. J'ai pensé à descendre, à lui parler. Mais je me suis souvenu de cette cuisine, des années plus tôt, quand je lui avais demandé si elle se souvenait de mon anniversaire et qu'elle avait répondu qu'elle était occupée. Certains silences méritent de rester sans réponse. Le soir, quand je quittais le bureau, le hall était vide.
La seule trace d'elle, un petit sac en papier sur le comptoir d'accueil, du papier de soie lavande dépassant du bord. À l'intérieur, une photo encadrée de moi, enfant, peut-être 10 ans, à une foire scientifique, un ruban bleu à la main. Au dos, elle avait écrit « Nous avons toujours su que tu ferais de grandes choses. Avec amour, maman. » Je fixais les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent, puis je déposais le cadre dans la corbeille à côté du bureau. Le lendemain, grand-mère appela. Contrairement aux autres, elle ne demandait rien. « Ma chérie, dit-elle doucement. J'ai vu tes interviews. Tu étais merveilleuse. » « Merci, grand-mère. »« Tu ne leur dois rien, ajouta-t-elle. Ils essaieront de te récupérer maintenant. Ne les laisse pas faire. »« Je ne les laisserai pas, je voulais juste que tu saches, dit-elle d'une voix tremblante, que quelqu'un t'a toujours vu, même quand eux ne le faisaient pas, et là, pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. » Une semaine plus tard, j'appris que ma famille organisait une réunion des Morrison. C'était partout sur Facebook, célébrant les membres à succès de la famille. J'étais annoncé comme invité d'honneur et conférencière. Ils avaient même ajouté le logo de NextGen Analytics parmi les sponsors. Mon assistante m'apporta l'email, il demandait un parrainage de $5000 et ma présence sur scène. J'éclatai de rire, manquant de recracher mon café. Envoie-leur un refus poli, dis-je. En fait, envoie ce que tu veux, peu importe. Assure-toi juste que la réponse soit non. Ce soir-là, seul dans mon appartement, je rédigeais un dernier email à ma sœur. Objet, à propos de la réunion. Sarah, j'ai vu que tu organisais un événement familial et que tu m'y listais comme oratrice. Ne le fais pas. Vous n'avez pas le droit de m'oublier pendant 10 ans et de me réclamer quand ça vous arrange. Je ne suis pas votre success story. Je suis la mienne. Laissez-moi en dehors de ça. Puis j'ai bloqué tous leurs numéros, emails et comptes. Pendant des années, ils avaient refusé de me voir. Maintenant, c'était moi qui choisissais d'être invisible. L'ironie ne m'échappait pas. C'est étrange comme le silence peut changer de goût. Celui qui autrefois m'étouffait s'était transformé en quelque chose de presque tendre. Le calme de mon appartement à San Francisco n'était plus de la solitude. Il m'appartenait. Après l'épisode de la réunion, la vie continua. NextGen grandissait plus vite que nous ne pouvions recruter. Notre levée de fonds atteignit une valorisation de $200 millions. Mon titre passa de vice-présidente à PDG quand Chris prit du recul. À 34 ans, je dirigeais une entreprise de 200 employés, 4 bureaux, et plus d'élan que je ne pouvais parfois en respirer. Mais quand les gens me félicitaient, je ne pensais pas à ma réussite, je pensais à ma paie et au prix qu'elle avait coûté. Grand-mère et moi parlions chaque dimanche. Elle ne mentionnait mes parents que si je le faisais. Nos conversations étaient simples, son jardin, mon travail, l'histoire du chat errant qui la suivait. Un soir, elle dit, « Je suis contente que tu sois heureuse, Anne. » Je souris à travers le téléphone. Je le suis, vraiment. Je le sais, ma chérie. Je l'entends dans ta voix. Parfois, c'était tout ce qu'il fallait pour que le monde tienne debout. 6 mois après le chaos médiatique, l'attention s'éteignit. Notre produit s'améliorait, nos revenus grimpaient, et j'appris enfin à savourer ce que j'avais bâti. Evan m'envoya un message une fois, vu ton article sur TechCrunch. Tu es inarrêtable. Je répondis, merci. J'espère que tu vas bien. Il mit un, j'aime. Rien de plus. Propre, sans fantôme résiduel. Mais tout le monde n'avait pas autant de grâce. Son ex, Lena, qui me suivait encore en ligne, se mit à commenter sous les interviews, taguant ma famille. Des pics comme, tellement fier d'Anne. Vous vous souvenez quand vous disiez qu'elle n'y arriverait jamais, Sarah? Drôle comme le succès fait changer la mémoire des gens. C'était mesquin, mais vrai. Je n'ai pas répondu. On ne lance pas de pierre depuis la montagne qu'on a déjà gravie. Puis vint l'introduction en bourse, valorisation à $2,8 milliards. Mes actions seules valaient 380 millions. Internet explosa à nouveau. Titre, invisible, plus jamais. Anne Kaufman, la PDG qui a bâti sa propre scène. J'ai donné quelques interviews, mais cette fois, je savais mieux que de me livrer. À la question sur ma famille, je répondis, j'ai appris que parfois, la distance n'est pas une punition, c'est une protection. La phrase devint virale. Certains l'imprimèrent, d'autres se la firent tatouer.
On me traita de froide ou de sage. Peu importait. Pour la première fois, je ne jouais plus pour plaire à qui que ce soit. 2 semaines plus tard, une lettre arriva au bureau. Du vrai papier. Mon nom, écrit dans la boucle familière de l'écriture de ma mère. Je la reconnus immédiatement. J'aurais dû la jeter. Je l'ouvris. Je ne m'attends pas à une réponse. Je sais que je ne la mérite pas. Ton père et moi suivons une thérapie pour comprendre comment nous t'avons perdu. Quand notre conseillère m'a demandé de te décrire, j'ai réalisé que je ne savais pas comment. Je connaissais ton CV, pas toi. Tes réussites, pas ton cœur. C'est mon échec, pas le tien. Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste que tu saches que je vois maintenant. Je te vois. Je suis désolé qu'il ait fallu te perdre pour ouvrir les yeux. Avec amour, maman. C'était honnête. Peut-être la première chose honnête qu'elle m'ait jamais écrite. Mais c'était trop tard. Trop de chaises vides. Trop d'anniversaires oubliés. La reconnaissance après l'absence n'est pas une rédemption, c'est un écho. Je rangeai la lettre dans un tiroir. Sans la déchirer. Sans la garder non plus. Juste la laisser exister, comme une cicatrice ancienne qu'on a cessé de toucher. Les semaines passèrent. L'agitation de l'introduction en bourse retomba. Le monde passa à une autre obsession. Pour la première fois depuis des années, je pris des vacances. Pas de médias, pas de bruit, juste moi. Un chalet loué près du lac Tao et une pile de livres jamais ouverts. Le 3e soir, mon téléphone vibra, un mail de grand-mère. Objet, une petite nouvelle. Ta mère m'a demandé si je pouvais te transmettre une photo du dîner de Noël de cette année. Elle dit que ton nom était enfin dans le toast. Je lui ai répondu que je ne le ferais que si tu étais d'accord. Amour, grand-mère. Je fixai l'écran un long moment, puis tapai, tu peux l'envoyer. Quelques minutes plus tard, la photo arriva. La même salle à manger. La même grande table. Papa, debout, levant son verre. Maman à ses côtés, les yeux rougis mais souriante. La légende sous la photo disait, nos enfants réussis, Sarah, James et Anne, qui nous ont appris ce qui compte vraiment. Pendant une seconde, j'ai cru que je ressentirais quelque chose. Du soulagement, une forme de clôture, n'importe quoi. Mais non. J'ai regardé leur visage, figé au milieu d'un toast, et j'ai compris qu'ils jouaient encore un rôle. Ils portaient encore un toast pour le spectacle, pas avec le cœur. J'ai supprimé l'email et posé le téléphone face contre table. Ce soir-là, assise sur la terrasse du chalet sous un ciel clair où scintillait chaque étoile, j'ai murmuré à personne, vous arrivez trop tard, j'ai déjà tourné la page. Le lendemain matin, grand-mère a rappelé. Tu as vu la photo? Demanda-t-elle. Oui. Et qu'en as-tu pensé? Que c'était la plus belle chose qu'il ne m'avait jamais dite. Elle a ri doucement. Ça te ressemble. Peut-être, ai-je répondu, mais j'en ai fini d'être la leçon dans leur histoire. Tu l'as mérité, dit-elle tendrement. Tu as mérité ta paix. J'ai regardé le lac, calme et infini. Pour la première fois, je ne me sentais ni invisible ni en colère. Je me sentais simplement entière. De retour à San Francisco, le bureau m'a réservé une petite surprise, une fête intime, sans médias ni discours, juste mon équipe, ceux qui m'avaient vu avant les caméras. Ils ont levé leurs verres, des gobelets en papier, dépareillés et sincères. Chris a souri. Anne, dit-il, qui a bâti quelque chose qui voit tout le monde. C'était le seul toast dont j'avais besoin. J'ai levé mon verre, souriante. À être vue, ai-je dit, et à ne plus jamais avoir besoin de permission pour l'être. Et tandis que les rires remplissaient la pièce, j'ai compris quelque chose de simple et de parfait, il ne faisait pas que me voir, il me reconnaissait. Et cela changeait tout. Presque un an s'était écoulé depuis l'introduction en bourse, et la vie retrouvait enfin sa normalité. Plus d'interviews, plus d'articles, plus de gros titres, seulement du travail, des rires, et des soirées où je pouvais respirer. C'est alors que c'est arrivé, cette coïncidence qui ressemble à une mise à l'épreuve de l'univers. J'étais à Chicago pour une conférence technologique. NextGen sponsorisait la séance plénière et j'avais accepté d'y parler d'innovation et de leadership. Je n'en avais parlé à personne. Pourquoi l'aurais-je fait? Chicago n'était qu'à 1 heure de là où vivait ma famille, mais ces kilomètres semblaient être des océans.
La conférence s'est bien déroulée, 30 minutes, ovation polie, respect professionnel sans émotion. En sortant dans le hall, je cherchais mon assistante du regard, quand une voix derrière moi a dit doucement « Anne ». Je me suis figé. Je connaissais cette voix, plus âgée, mais inoubliable. James. Je me suis retourné. Mon frère se tenait là, badge de conférence autour du cou. Il paraissait plus petit que dans mes souvenirs, pas physiquement, mais intérieurement. Sa cravate était de travers, son regard incertain. « Je ne savais pas que tu serais ici », dit-il. « J'ai vu ton nom sur le programme et je voulais t'écouter. » J'ai hoché la tête, prudente. « Tu étais incroyable », ajouta-t-il doucement. « Je le pense vraiment. » « Merci. » Un silence maladroit s'installa, lourd de 10 ans de non-dit. « On peut parler ? » Juste 5 minutes. J'ai hésité, puis j'ai indiqué un coin tranquille. 5. Nous nous sommes assis face à face, le bourdonnement de la salle s'effaçant autour. Il triturait son badge, les yeux baissés. « J'ai lu la lettre de maman », dit-il enfin. « Celle qu'elle t'a envoyée l'an dernier. Elle nous en a parlé. Elle a changé depuis la thérapie. Papa aussi, à sa manière. » Je ne dis rien. Il déglutit. « J'ai voulu t'écrire, mais tout sonnait comme une excuse, alors je vais faire simple. » Il leva les yeux, humides. « Je suis désolé, Anne. Pour tout. Pour ne t'avoir jamais vu. Pour chaque toast sans ton nom. Pour être resté silencieux à cette table de Noël. Tu avais raison. Nous t'avons traité comme si tu ne comptais pas, et j'en faisais partie. » Ces mots restèrent suspendus, lourds et sincères. J'ai pris une longue inspiration. « D'accord », ai-je dit calmement. Il cligna des yeux. « D'accord, j'accepte tes excuses. » Il soupira, soulagé. « Alors ça veut dire. » « Ça veut dire que je te crois, mais pas que je veux une relation. » La lumière s'éteignit un peu dans ses yeux, mais il hocha lentement la tête. « C'est juste. Tu ne répares pas des années d'absence en une conversation, James. Et je ne suis plus en colère. Je suis juste arrivé au bout. » Il hocha à nouveau la tête, la voix tremblante. « J'y pense tous les jours. À quel point nous étions aveugles. Ça me dégoûte. » « C'est ton fardeau, dis-je doucement. Pas le mien. » Il esquissa un sourire à travers les larmes. « Tu parles comme grand-mère. C'est elle qui m'a appris que la paix n'est pas la même chose que faire semblant. » Il se frotta le visage, gêné. « Tu ne nous détestes pas, hein ? » « Non, dis-je. J'ai juste cessé d'avoir besoin de vous. » Nous sommes restés silencieux un moment. Puis il s'est levé et m'a tendu la main. « Merci de m'avoir écouté. » Je l'ai serré. « Prends soin de toi, James. » Il fit quelques pas, puis se retourna. « Tu avais raison sur tout, tu sais. » J'ai souri légèrement. C'est ça, le problème quand on est invisible. Quand enfin on te voit, il est déjà trop tard. Et il est parti. Dans l'avion vers San Francisco, j'ai regardé les nuages en pensant à ces 10 années, au dîner, au silence, aux excuses venues par la poste. J'avais passé ma vie à courir après la visibilité. Maintenant, je comprenais, être vu n'est pas être connu. 3 mois plus tard, j'ai reçu un autre email de grand-mère. Objet, ta mère voulait t'envoyer ceci. Une photo de Noël. Dis-moi si tu veux que je te la transfère. Oui, ai-je répondu. 1 minute plus tard, l'image apparut, ma famille autour de la table, comme autrefois. Papa debout, le verre levé. Maman souriant à travers ses larmes. Sarah et James à ses côtés. En dessous, une note de grand-mère, cette année, ton nom faisait partie du toast. Papa a dit, à nos enfants réussis, Sarah, James et Anne, qui nous ont appris ce qui compte vraiment. J'ai longuement regardé la photo. 8 ans d'invisibilité, 2 ans sous les projecteurs, et maintenant un seul toast adressé à une chaise vide. J'ai supprimé l'image, non par colère, mais parce que je n'avais plus besoin de preuves. Ce soir-là, j'ai organisé un dîner chez moi à Palo Alto. Mon équipe était là, ingénieurs, designers, responsables produits, des gens qui avaient construit quelque chose à mes côtés sans chercher à me posséder. Au moment du dessert, Chris, toujours mon ami le plus proche, a tapoté son verre avec une cuillère. Avant la tarte, dit-il, je veux dire quelque chose à Anne,
pour nous avoir rappelé que voir les autres, c'est le début d'être vu soi-même. Tout le monde a levé son verre. J'ai ri doucement. Vous savez que je déteste les toasts. Tant pis, répondit-il. Celui-là, tu le mérites. J'ai levé mon verre, entouré de visages vrais, de sincérité, d'appartenance réelle, et pour la première fois, je ne me sentais ni petite ni affamée de reconnaissance. Je me sentais vivante. Plus tard, seul sur le balcon, j'ai envoyé un message à grand-mère, merci de m'avoir toujours vu, avant tout le monde. Je suis heureuse, vraiment. Elle a répondu quelques minutes plus tard, je le sais, ma chérie. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Sois visible, mais jamais pour eux. Pour toi. J'ai posé le téléphone, levé les yeux vers les étoiles, et souri. J'avais passé mes 20 ans à quémander la reconnaissance, mes débuts de trentaine à prouver que je n'en avais pas besoin. Et maintenant, à 35 ans, j'avais compris la vérité la plus simple, on n'a pas besoin d'être vu par tout le monde. Il suffit de se voir soi-même, clairement, sans jamais s'excuser.